Très bien. Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. Je vais procéder à l'appel. Donc Jean Denat présent, Cathy Guyot, Bruno Pascal, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emmanueli, Faoug Moussa, donné procuration à Jean Denat, Babette Michalski, Christian Somacal, Magali Nissard, Francine Chalmeton, Jackie Pascal, Daniel Salmeron a donné pouvoir à Bruno Pascal, Christiane Espuche, Bruno Joannet, Chantal à la Chapelle a donné pouvoir à Cathy Guyot, Nicole Duquesne, Frédéric Dumas, Mohamed Touami, Alexandre Brignaca a donné pouvoir à Magali Nissard, Benjamin Rouvière, Florine Darras, Présent. Jean-Paul Bertrand. Pensez à mettre le micro quand vous parlez. J'ai vu que tu l'avais mise, Florina, parce que pour l'enregistrement et puis pour la vidéo, c'est mieux. Les gens entendent davantage. Michel Matival. Présent. À qui nous souhaitons donc un joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Il reste toujours notre Benjamin. Sandra Liotto. Présente. Jean-Louis Maisonnet a donné pouvoir à Emmanuel Gavanon. René Jiménez a donné pouvoir à Agnès Auguste. Sandrine Rios est présente. Serge Garnier est Présent. Carole Calba Présente. est présente. Emmanuel Gavanon Présente. est présente. Jean-Pierre Guzaille donc est excusé. Et Agnès Auguste Présente. est présente. Voilà, mes chers collègues, en vous remerciant d'avoir répondu à cette invitation un peu au milieu de l'été, pour ce dernier conseil avant les vacances, donc je vous remercie et je vous invite à vous lever pour l'hymne national. Voilà, je vous remercie. Nous devons désigner un secrétaire de séance, et bien puisque c'est son anniversaire, on va désigner notre Benjamin Michel Matival. Je vous propose la candidature de Michel Matival. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous devons passer à l'approbation du procès-verbal du 10 juin. Y a-t-il des observations? Ce procès-verbal du 10 juin, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? L'unanimité, je vous remercie. Donc avant de passer à l'ordre du jour, comme il y a de tradition, quelques actualités. Alors depuis le 10 juin, l'actualité elle est surtout très liée donc, au démarrage de l'été, à l'organisation de manifestations. Je voudrais rappeler quelques éléments quand même. Donc on a eu le plaisir, je veux le souligner parce que je disais cet après-midi que je souhaite qu'on rende un peu hommage à ce Vauverdois qui nous rend bien service et de façon tout à fait bénévole. Donc le 11 juin, on a eu une conférence des chapiteaux romains par M. Romano. Voilà. M. Romano est vraiment un Vauverdois. Donc, il nous fait partager ses connaissances et c'est intéressant de le souligner.
On a remis ensuite les clés, alors je le dis aussi parce que ça fait partie quelquefois de l'actualité compte tenu de la précarité. On a donc remis les clés des locaux que l'on met à disposition au Restaurant du Cœur et au Secours Populaire. Ensuite, on a terminé la saison de la Maison pour tous, donc ce qui est très intéressant parce que cette saison est vite passée. La municipalisation du centre culturel, etc., l'intégration du centre social s'est faite dans de bonnes conditions. Il reste encore du chemin à faire, mais vraiment dans une très bonne ambiance, et c'est ce qu'on a pu retrouver à travers le gala de la Maison pour tous le 15 juin. On a eu ensuite une fête de la musique bien réussie, que les Beauverdois ont pu apprécier. Et j'en remercie donc Laurence Emmanueli, la direction de la culture, et puis le CETI qui a participé. On a, comme chaque année, Magali Nissard suppléé mon absence d'ailleurs ce jour-là pour raison de maladie momentanée. On a remis des prix aux élèves de CM2 donc pour les préparer à la rentrée. Puis nous avons eu le festival de jazz le 28, 29 et 30 juin, un festival de jazz particulièrement réussi, particulièrement populaire, beaucoup de monde, l'impossibilité d'asseoir davantage de gens le samedi, donc sur le Castellas. Donc je rappelle qu'il a fait l'objet de travaux importants puisque le Castellas est aujourd'hui donc grévé par les magnifiques anciens réservoirs d'eau, mais ces réservoirs d'eau, donc, ils n'ont pas vocation à recevoir de l'eau par-dessus. Donc il y a des travaux d'étanchéité qui ont été mis en place. Et l'an prochain, ils seront complétés par des travaux de structure à l'intérieur de ces réservoirs pour que nous puissions continuer à y accueillir beaucoup de monde. Et on a d'ailleurs accueilli, au-delà du festival de jazz, 2 séances de cinéma pour tous, festival Film et Compagnie, le cinéma sous les étoiles, avec un très bon, donc un premier film qui fait malheur un peu dans les salles de cinéma, donc un petit truc en plus, et qu'on a pu faire voir aux Beauverdois de manière tout à fait gratuite, et également donc, un premier film d'animation qui lui aussi a rencontré un beau succès auprès des familles. Ensuite, on a eu la première des manifestations qui fait du souci, mais qui motive également mon adjoint aux festivités et qui inquiète de temps en temps mon adjoint à la sécurité. C'est la première fête votive, donc on a eu la fête votive de Montcalm, à laquelle Christian Espuche est également très attaché. Voilà, on a eu une manifestation dans les arènes avec le trophée Manzanares. On a terminé très sérieusement donc, ce mois de juin, en tout cas démarré le mois de juillet, en signant avec le préfet la convention Petite Ville de demain, qui est un des outils qui nous permet de faire tous ces travaux, démarrer, et les études qui se poursuivent dans le centre ancien. Vous avez vu, donc on aura, avec Petite Ville de demain, on a pu depuis, et avec la communauté de communes, donc imaginer la rénovation complète de ce qu'on appelle l'îlot Café de Paris, donc qui comprend la rénovation d'un peu plus de 20 logements, démolition pour certains, rénovation pour d'autres, donc également la rénovation du Café de Paris, etc. Bon, pas mal de choses. On a vu qu'on a profité pour rénover le griffe, qui en avait besoin. Il fallait surtout travailler son étanchéité pour qu'on puisse le laisser allumer, parce que ce que ne savaient pas les Beauverdois quand ils voyaient éteindre, c'était que l'eau se partait comme cela. Il fallait donc revoir l'étanchéité du bassin, ce qui a été fait. Il fallait gommer également tout le calcaire qui avait attaqué donc la structure. Tout cela a été fait, bien fait. Et je pense qu'on est aujourd'hui satisfait de cette réalisation, qui est un signe. Vous avez vu sur la façade du Paris, il y a également un grand panneau aujourd'hui, qui est un panneau noir en bois. Ce panneau, il doit recevoir dans quelques temps, une fois que nos problèmes informatiques seront définitivement réglés, parce qu'on n'est pas encore complètement remis de la cyberattaque, ils recevront donc une image, ce qu'on appelle une infographie du projet de rénovation de la place Gambetta, qui permettra à chacun d'imaginer ce que sera donc la place Gambetta une fois revue. Ce sont également des études, parce que les choses ne se font pas en claquant des doigts au dernier moment. Les anciens, ils ont pensé à ça, il faut quelquefois beaucoup de temps. Je disais cet après-midi qu'il a fallu au moins 5 réunions de travail importantes pour arriver à envisager aujourd'hui des études sérieuses de remise à niveau en rénovation de la tour de l'horloge, pour qu'on puisse donc à la fois maintenir ce patrimoine, dont la pierre est à certains endroits attaquée par l'eau, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites depuis plus de 60 ans, et puis également faire en sorte qu'elle puisse être visitée par le public dans de bonnes conditions. Il y aura une première visite qui sera une visite un peu, pas privée, mais disons qu'avec un nombre restreint de personnes. Moi j'ai imaginé
des groupes de 8 groupes de 8 dans la journée, à l'occasion des journées du patrimoine. Donc, la tour de l'horloge donc, est un élément du patrimoine important. On a eu tout de suite après les premiers mardis de Vauvert, donc on en a passé 2, chaque fois, donc grand succès, malgré pour le premier la concurrence du football, mais avec une place de l'affition pleine et des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sortir par ailleurs, qui se retrouvent là, passer de ces bons moments. Nous avons eu également la fête nationale, avec donc une innovation, c'est une projection sur la façade de la mairie qui a été intéressante, qui sera améliorée encore dans l'avenir, mais qui a donné des choses très intéressantes à voir, qui ont été appréciées, qui font un peu oublier, pas pour tout le monde, mais parce qu'on est toujours attaché à ce qui se faisait avant, mais qui font un peu oublier le feu d'artifice, dont on sait que, en tout cas ceux qui se renseignent savent qu'on est trop soumis aux aléas du temps et à ce qui, derrière ce qui se passe, hein, les arrêtés du préfet, les arrêtés sécheresse, et finalement quelquefois quelques 50 ou 60 000 euros qu'on dépense pour un feu d'artifice qu'on ne peut pas rendre parce que les contrats sont ainsi faits et qui nous restent sur les bras, donc inutilement. Voilà, bon, les temps changent, on essaie de s'adapter, et toujours donc ce dîner républicain qui est fait de ce banquet républicain qui est fait de moules frites, qui a toujours autant de succès. Voilà, donc une belle fête nationale. Et puis, il y a quelques jours, donc, nous avons eu le vernissage d'une exposition, la Grande Aigrette, donc l'élégance de la Grande Aigrette, une exposition qui a vu un bon succès populaire à l'occasion de son vernissage et que je vous invite à aller voir. Voilà, mes chers collègues, ce qu'a pu être donc l'actualité auverdoise. Alors, entre-temps, il y a aussi les sujets qui font polémique. Vauvert reste Vauvert, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on rencontre dans tous les villages, hein, lorsqu'il y a des changements importants. On a des changements de circulation. On a la mise en place, on l'a annoncé, du plan mobilité, avec des limitations à 50, des limitations à 30, des contours cyclables. Alors, bon, évidemment, on suit tout ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle les résistances au changement, là, ne sont pas plus importantes à Vauvert qu'ailleurs, plutôt moins d'ailleurs, de ce qu'on peut voir. Moi, je veux simplement rappeler que les zones 30, il y a 19 ans que ça existe, que ça fonctionne. D'abord dans les grandes villes, puis de plus en plus maintenant dans beaucoup de communes, dans des départements qui s'y sont mis avec beaucoup de succès. Je pense à l'Aude par exemple. Allez voir dans l'Aude, le moindre village de 1000 habitants, vous avez des zones 30, des zones 20. Le double sens cyclable, c'est la règle. Et le principe, c'est qu'on doit rendre la rue, l'espace public doit être partagé, et il doit d'abord être partagé en priorité à celui qui est le plus vulnérable. Donc c'est d'abord aux piétons, ensuite aux cyclistes et ensuite à la voiture. Alors, ça fait peur. Moi, on m'a dit, mais monsieur le maire, à 30 à l'heure, vous allez avoir d'accidents, ça va être terrible. Bon, évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, moi je ne le sais pas, mais on a l'expérience de ce qui se fait ailleurs, et ailleurs, on n'a pas un taux d'accident. Il y a même beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'accident du tout, et dans des villes comme les nôtres, on n'essaie pas d'imaginer qu'on est Montpellier, qu'on est Toulouse, qu'on est... Non, dans des villes comme les nôtres, on a aujourd'hui donc des plans de mobilité qui rendent entière satisfaction. Alors partout, on est confronté à une volonté des gens de dire on veut circuler à pied, plus tranquillement, c'est plus intéressant pour les commerces, on le sait, et partout, souvent les mêmes personnes qui disent on veut circuler à pied disent mais je veux que ma voiture soit garée sous ma fenêtre, et on sait que ça, il y a des endroits où quand on a d'immenses places de libre, c'est possible, et dans d'autres endroits, il faut accepter de se déplacer. Alors, je m'étends un peu là-dessus parce que c'est des sujets sur lesquels des fois ils véhiculent un peu n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites qui ont montré que, sans que ça pose une gêne à qui que ce soit, quand on a moins de 10 minutes à pied à faire, quand on sait où on veut aller, ça ne pose pas de difficulté. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs quand on va en ville. Mais ici, en plus, vous le regarderez, vous l'observerez, tous les parkings que nous avons sont des parkings qualifiés de centre-ville. Et surtout, s'il y a une indication, avec un petit bonhomme là, cheminement piétonnier, qui est une indication non pas de distance, mais de temps. Et on vous dit, par exemple, quand vous êtes au parking Raymond Herbe, appelé le parking du cimetière, que vous êtes à 5 minutes de tous les services et du centre-ville. Et donc, pour celui qui ne connaît pas, eh bien, quand il passe là, s'il n'y a pas d'indication, il ne s'arrête pas là, parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui témoigne qu'on est un centre-ville. Mais s'il sait qu'il est à 5 minutes du centre-ville, il garde sa bagnole, il y va à pied, et comme cela, on alimente plus facilement le centre-ville. Or, partout, on a des résistances
voilà, sur le moment. Et puis partout, eh bien, les gens, un an après, ils disent, mais bon sang, quels imbéciles, pourquoi ils n'ont pas pensé plus tôt, voilà. Alors écoutez, ben, on a une année à passer. On ne prétend surtout pas détenir la vérité. Il y a sûrement des choses qui seront revues. Moi, je veux rappeler ici quand même à ceux qui disent, mais pourquoi on ne nous a rien dit? Je pense certains, j'ai vu un après-midi dans la rue des Juifs, ils disaient, mais on découvre tout. Non. Dans la rue des Juifs, par exemple, il y a eu 3 réunions avec des gens qui ont été très suivis. Et ce qui a été mis en place a été mis en place à la demande des habitants, c'est-à-dire qu'ils ont été au-delà de ce qu'on avait souhaité. Le Saint-Denis Sauve-Riverains, il a été imaginé une petite rue avec les riverains. Voilà, donc après, il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant, qui le découvrent au dernier moment. Voilà, il y a des gens qui ont peur, il faut respecter la peur et faire en sorte que les choses se passent bien, que chacun y apporte sa contribution. Et je compte d'ailleurs sur la police municipale également, et Christian Somacal le sait, pour que les choses se passent au mieux, qu'on explique bien, et puis qu'ensuite on sanctionne ceux qui ne se comporteraient pas correctement. Voilà, donc ce plan mobilité, il va aller jusqu'au bout. Il faut maintenant, on l'a vu, puisque ma première adjointe est arrivée tout à l'heure avec un vélo, elle s'est crue obligée de le rentrer dans la salle, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui pour le tenir en sécurité. On sait donc qu'il faut que pour les vélos, et notamment pour les vélos électriques, il faut qu'il y ait des espaces sécurisés. Ils vont arriver. On a répondu à un appel à projet qu'on appelle donc Avélo 3 pour obtenir des financements. Nous les avons obtenus et dont nous allons équiper la ville à la fois de parcs à vélo sécurisés pour les vélos électriques et puis des cerceaux à vélo, puisqu'on ne fait plus maintenant ces pinces-roues, des cerceaux à vélo aux 4 coins de Vauvert pour que chacun puisse se déplacer et attacher son vélo en toute sécurité. Voilà, et nous allons poursuivre. Je le dis également parce qu'en même temps que ce plan mobilité, moi je lis ces choses-là, il ne se fait rien dans les rues, il y a des trous partout, etc. Je rappelle qu'il y a 220 km de voirie à Vauvert. Hein, il y en a à peu près 21 fois plus qu'à Aubord, par exemple. Donc on n'est pas à la même échelle. 220 km, il faut le gérer. Donc, et 220 km donc, dans le temps, c'est important et ça coûte cher. On a fait les études qu'il fallait pour hiérarchiser nos travaux. Aujourd'hui, eh bien, on a commencé par faire le chemin du Clos d'Orville. On a commencé par qui est une rue en limite de l'agglo, qui est limite d'agglo. On a fait la rue des Aubépines, qui est une rue qui est très fréquentée pour la déchetterie, avec des engins qui trimballent des remorques. Et on a découpé Vauvert en 5 secteurs. Donc il y aura 5 secteurs travaillés. Aujourd'hui, on est sur le secteur 1, qui est un des secteurs du centre-ville. Et nous avons attaqué, donc c'est en travaux au moment où je vous parle. Donc c'est une bonne réponse à ceux qui font des procès intentions. On a aujourd'hui donc enlevé le revêtement, raboté le revêtement sur la rue du Moulin d'Étienne, de la rue Fernand-Granon jusqu'à la rue Jean Jaurès. On est en train, aujourd'hui, on raboté la rue de l'Oratoire. On a également raboté 2 secteurs de la rue Pasteur. On n'a pas fait le 3e parce qu'il est en bon état. On a également fait donc, la rue des Capitaines de la rue Fernand-Granon jusqu'à l'école Victor Hugo, la rue Renan en prolongement. Je ne crois pas oublier grand-chose, je n'en sais rien. Je me tourne vers Annick. Non, c'est bon, voilà. Et donc ça, ben, ce sera, alors on rabote, on va mettre à niveau les tampons des réseaux humides, voilà, et ensuite derrière, ben, enrobé. Et donc d'ici la fin de semaine prochaine, la fin de semaine, on aura un revêtement en enrobé dans toutes ces rues. Le secteur 1 sera, si ce n'est terminé, du moins bien entamé. Il ne sera pas terminé parce que nous ferons la rue de l'Osselon, mais on la fera après les vendanges, pour ne pas tomber au moment où ça pose des difficultés, comme nous aurons à faire des travaux ailleurs, à un moment où ça ne gêne pas pour les entrées et sorties d'école. Voilà. Voilà, donc ce plan de voirie, il est prêt, il est prévu, il est complet. Jusqu'au 31 décembre, il y aura, hormis la période là, du mois d'août, qui est la période de congé de toutes les entreprises, le temps qu'il redémarre en septembre, on aura en permanence des travaux dans Vauvert, après chaque secteur. Et donc on verra d'ici la fin de l'année l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, en prenant en compte donc l'état du revêtement. Et quelquefois, c'est vrai, j'y pense notamment pour la rue Diderot, où nous attendons que l'immeuble qui construit les résidences du Casella soit définitivement terminé, et il le sera après que le carrelage soit livré en novembre, pour que nous puissions attaquer la rénovation de cette rue Diderot. Mais cette rue Diderot, il faut également faire des travaux de réseau, et donc à ce moment-là, on coordonnera les travaux de réseau et les travaux de revêtement. Ce sera le cas de la rue Posquière également, qui fera l'objet d'une rénovation, mais pour laquelle donc on attend la fin de l'année pour pouvoir faire tous les travaux de réseau, notamment la suppression des branchements en plomb dans cette rue, avant de revoir complètement son revêtement. Et c'est également le principe qui a été retenu pour la rue Broussan. Mais il y a bien d'autres rues qui seront faites d'ici là.
Et puis le programme 2025 est déjà prévu, c'est-à-dire que dès le mois de janvier 2025, il y aura en continu des travaux pour lesquels donc, nous adopterons les mesures financières nécessaires à l'occasion du budget. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais partager avec vous avant de démarrer ce conseil municipal, en vous rappelant que ce n'est pas nos habitudes de faire un conseil municipal dans la troisième semaine de juillet, mais qu'il était important de le faire parce qu'il y avait des délibérations que nous ne pouvions pas prendre avant parce qu'on n'avait pas les éléments et qu'il fallait prendre avant la rentrée parce qu'il y a notamment des soucis de tarification pour des inscriptions à la rentrée, l'accueil périscolaire, etc. Et donc il fallait passer ça. On en a profité pour passer donc d'autres délibérations qu'il était intéressant de faire voter à l'occasion. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole donc à Michel Matival et lui demander de nous parler donc d'un des éléments qui est à la fois lié au projet Petite Ville de demain, mais également lié donc à la recherche avec, dans le cadre du PETR Vidéo de Camargue, du label Pays d'Art et d'Histoire, donc, qui est donc notre adhésion à l'association Sites et Cités Remarquables de France. Michel. Merci, Monsieur le maire. Alors, simplement en quelques mots, cette association est créée dans les années 2000 à l'initiative d'élus locaux et nationaux, dont Martin Malvy, en vue d'assurer la promotion et l'accompagnement des initiatives portées par les collectivités territoriales en faveur de la préservation et de la réhabilitation du patrimoine. Alors, Sites et Cités Remarquables de France réunit à ce jour 300 villes et territoires français, ce qui correspond à près de 2500 communes et 13 millions d'habitants, porteurs à la fois du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire ou d'un SPR, Site Patrimonial Remarquable. La commune de Vauvert étant elle-même engagée dans la mise en place d'un label PAH, comme le rappelait Monsieur le maire, avec la mission patrimoniale PETR Vidour-le-Camargue, l'idée était de pouvoir s'adjoindre à cette démarche. Ce projet de convention d'adhésion renforce ainsi la volonté de la commune d'assurer la protection et la valorisation de son patrimoine et de développer des politiques de reconquête et de réhabilitation de ce dernier. Cette démarche s'inscrit au-delà en cohérence avec l'obtention à venir du label PAH, mais aussi en complémentarité du programme national Petite Ville de demain, dont la commune de Vauvert est lauréate. Sur son axe 3, valoriser, promouvoir et enrichir les patrimoines, la culture et les arts, en requalifiant les espaces publics, valorisant les formes urbaines et favorisant la découverte touristique. Sur ce dernier point, cette adhésion s'inscrit également et s'articule avec la stratégie de développement de la communauté de communes, notamment dans son projet de territoire tourisme et de son plan climat, air, énergie territorial. Bien entendu, cette adhésion nécessite une cotisation annuelle qui est déterminée en fonction du nombre d'habitants. Celui-ci est arrêté à 11 774 habitants et correspond à un montant de 542 €. Je vous propose donc, à travers mon intervention, d'approuver l'adhésion de la commune de Vauvert à cette association, d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle qui s'élève donc, comme je le rappelais, à 542 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette adhésion, ainsi qu'aux actions et partenariats auxquels la ville souhaiterait être associée dans la démarche initiée avec l'association, de désigner également un élu référent pour y représenter la ville et de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. Très bien, donc sur cette délibération, y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Donc vous l'avez compris, il nous faut désigner un élu référent. Donc y a-t-il une opposition à ce que nous votions à main levée? Non? Personne ne demande un vote à bulletin secret. Je vous propose donc la candidature de Michel Matival. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, merci. Monsieur Matival, vous êtes brillamment élu. Profitez-en. Très bien. On passe donc maintenant à la deuxième délibération. Et je demande donc à quelqu'un qui nous parle régulièrement, très régulièrement des enjeux touristiques, donc de nous parler de l'inscription d'itinéraires intérêt départemental au plan départemental d'itinéraire de promenade et randonnée du Gard et au plan départemental d'espace sites et itinéraires du Gard. Madame Espuche. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Monsieur Bruno Pascal, qui est très intéressé par le développement touristique, on vous écoute attentivement. Eh bien oui.
Bon, bien, donc, comme dit Monsieur le maire, c'est l'inscription d'itinéraires d'intérêt départemental au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée du Gard, PDIPR, et au plan départemental des espaces, sites et itinéraires du Gard, PDESI. Donc, dans ce cadre, la commune s'engage à conserver aux sentiers leur intérêt touristique, leur caractère public et ouvert, à y maintenir la libre circulation de l'ensemble des activités de pleine nature non motorisées, à ne pas goudronner les chemins ruraux support des itinéraires inscrits, à en empêcher l'interruption, c'est-à-dire ni barrière ni clôture, à inscrire l'itinéraire concerné dans tout document d'urbanisme, à éviter d'aliéner les chemins ruraux et parcelles concernés par les itinéraires et sites inscrits, à maintenir ou rétablir la continuité des itinéraires lors des opérations d'aménagement foncier, à informer aussi le département du Gard de tout projet de modification ou d'aliénation des itinéraires concernés, à faciliter des interventions du département sur l'entretien de ces espaces, sites et itinéraires d'intérêt départemental inscrits donc au PDESI et PDIPR du Gard, à éviter la multiplication de nouveaux espaces, sites et particulièrement itinéraires sans accord préalable du département, et à informer le département du Gard et son EPCI de la volonté communale de modifier ou créer des espaces, sites ou itinéraires. Donc, il est demandé au conseil municipal donc, de s'engager et d'autoriser le balisage peinture des itinéraires conformément aux préconisations départementales en la matière décrite au travers du label Gare Pleine Nature, d'autoriser Monsieur le maire à valider ces propositions faites par le département sous forme de schéma d'implantation, le mobilier signalétique et le nom des carrefours conformément aux chartes signalétiques des espaces naturels gardois et des parcs nationaux de France, 6 zones cœur du parc national des Cévennes tels qu'ils concernent la commune. D'autoriser aussi le département du Gard à proposer, après avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires, CDESI, l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Gard pour le sentier et au plan départemental des espaces, sites et itinéraires pour les espaces et sites d'activité de pleine nature présents sur la commune. De s'engager, dans le respect du label Gare Pleine Nature, à faciliter les interventions du département sur l'entretien de ces espaces, sites et itinéraires d'intérêt départemental, à éviter la multiplication de nouveaux espaces sites et particulièrement itinéraires sans accord préalable du département, à informer le département du Gard et son EPCI de la volonté communale de modifier ou créer des espaces sites ou itinéraires, de s'engager à transmettre une copie de cette délibération accompagnée de l'annexe 1 au service de l'EPCI et au service d'environnement du département du Gard en charge du PDIPR et PDESI. Voilà, donc là, il y a deux chemins qui sont concernés. C'est le chemin de la Rouvière et le chemin de la Pommière. Un qui est limitrophe avec le Kellar et l'autre qui est en limite de Vauvert. Voilà. Des interventions. Pas d'intervention, des oppositions, abstention, unanimité. Je vous remercie. Merci. Je demande maintenant à Rodolphe Rubio de nous parler de sujet qui nous a préoccupés depuis un bon moment, qui est donc le bilan de la concertation relative à la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Enfin, on verra bien en fait le devenir donc, du projet des salines pour l'extension d'un certain nombre de forages à la demande de l'entreprise et de l'État, qui nous appelle donc à modifier notre plan local d'urbanisme en anticipation de la révision générale du plan local d'urbanisme. Rodolphe. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous rappelle qu'au mois de novembre, nous en avions déjà discuté. Nous avons proposé une concertation avec un commissaire enquêteur afin que la concession de Parapon et de la société Coemoine puisse créer 3 doublés de puits. En fait, il y avait un problème de zonage et il fallait mettre en compatibilité le PLU avec la nouvelle zone de là où ils avaient ciblé pour pouvoir faire ces nouveaux puits. Donc la concertation a eu lieu depuis. Aujourd'hui, la concertation est terminée. Selon les règles en vigueur, il n'y a pas eu d'objection, il n'y a pas eu de remarques particulières. Donc aujourd'hui, on acte la clôture de la concertation.
Ensuite, la société Chem1 va mettre en place un dossier de mise en compatibilité du PLU par leur bureau d'études qui sera transmis aux personnes publiques associées, qui nous sera transmis et que nous transmettrons aussi aux personnes publiques associées, auxquelles nous nous rencontrerons tous autour de la table pour discuter de ce qui va être acté par la suite. Ensuite, après cela, nous aurons une enquête publique commune pour l'étude environnementale pour les doublés de puits et la mise en compatibilité du PLU. Cela sera fait sûrement à l'automne. Et ensuite, nous pourrons délibérer en conseil municipal la modification du PLU pour un changement de zone afin de cibler les 3 zones où les doublés de puits seront faits. Voilà. Donc sachez que la concertation qui a eu lieu avec le commissaire enquêteur n'a appelé aucune remarque ou observation. Donc je vous propose d'acter la clôture de cette concertation. C'est un donné acte. Délibéré, moi je voudrais juste rajouter, donc on a une préoccupation avec les salines, donc on est vigilant parce que donc il y a de temps en temps des informations qui sont données par des propriétaires sur un affaissement du terrain, sur des masses qui bougent, etc. Donc on a voulu quand même prendre un maximum de précautions. Donc l'ADREAL, en gros, pousse l'opération sur des enjeux d'intérêt économique évidents. On a voulu obtenir des garanties par l'entreprise et des garanties environnementales. Alors, en vrac, c'est pour ça aussi qu'il y a eu une campagne de géolocalisation par résonance magnétique. Alors, certains ont pu avoir peur il y a quelques mois. Donc, il y avait des petits repères dans les rues, dans les vignes, un peu partout. Les chasseurs sont venus me le dire. Et tant il y avait des camions qui passaient et qui faisaient vibrer le sol. Mais ça résonnait, ça pouvait... Voilà. Donc ça a permis d'avoir une imagerie 3D du sous-sol, jusqu'à 2 km, je crois, ou 2 km et demi. Voilà. Donc ça, c'est pour affiner les travaux, pour qu'ils ne viennent pas perturber la géologie du terrain. Donc on a également demandé et obtenu leur participation à la remise en état des chemins qui sont autour des salines, et Jackie Pascal, qui donc pourrait en témoigner. On a réhabilité quelques 3 km de chemins communaux autour donc, de trucs pour un montant de 140 000 €. Voilà. Bon, qui ont été une contribution de l'entreprise. On a pu, pour répondre à tes préoccupations tout à l'heure, Christiane, demander à ce que le passage du chemin des Saint-Jacques de Compostelle soit mis en valeur, qu'il y ait un écran végétal qui soit à un moment donné posé devant un puits qui est pas très loin. Cet écran végétal a été ou sera réalisé, qu'il y ait également des panneaux d'information qui permettent donc aux marcheurs de pouvoir savoir pourquoi là il y a une activité industrielle et quelle elle est. Et nous avons également demandé et obtenu qu'il y ait au moins une fois par an des journées portes ouvertes ou des actions en direction des enfants des écoles ou du collège pour informer de l'intérêt de cette activité. Voilà donc les mesures que nous avons prises. Aujourd'hui, il y a eu cette concertation qui n'a donné lieu donc à aucune remarque, donc comme Rodolphe Rubio qui a suivi de près ce dossier nous l'a rappelé. Donc y a-t-il des observations? Pas d'observation. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. On passe donc maintenant à la délibération numéro 4. Je vous la présente. Il s'agit de la tarification de la maison pour tous. Alors, la tarification de la maison pour tous a été un sujet dont nous avions convenu, puisque donc on est intervenu pour municipaliser à un moment où certains avaient déjà payé leur cotisation pour l'année, d'autres la payaient par trimestre. Il y a un système de cotisation qui était un peu compliqué à mettre en place parce que certains payaient à l'activité et la cotisation pouvait changer dans l'année selon le nombre de participants. Voilà, bon, on a maintenu tout ça pour passer l'année sans que ça pose de difficultés particulières à la fois aux prestataires de services et à la fois aux usagers. Ça s'est bien passé. Donc on avait prévu également et annoncé qu'on souhaitait donc pouvoir un peu simplifier les choses, donc sans en modifier la philosophie. Alors bien sûr, on ne va pas avoir des tarifs en fonction du nombre d'usagers, on le reverra plus tard. Là, il s'agit après de voir au niveau de la maison pour tous des prestataires qui soient jugés à l'identique. On a depuis intégré du personnel, donc certains sont salariés de la commune puisqu'on est municipalisé, donc on n'est plus dans une quête de cotisation pour assurer leur salaire. Voilà, bon, tout ça a été mis à plat. On a aujourd'hui à vous proposer donc le tarif pour la rentrée
qui évolue peu, si ce n'est que on a toujours un tarif par foyer de Vauverdois à 5 euros, pour un extérieur de la commune 15 euros, pour une association de Vauvert 25 euros, et pour une association extérieure à la commune 50 euros, puisqu'il y a quelques associations extérieures à la commune qui adhèrent. On a un tarif, dont vous l'avez, pour le stage de la journée, le stage de la semaine, et puis surtout, je crois que c'est important, ce qu'il faut retenir, la philosophie de cette délibération, c'est que on avait demandé et obtenu que le centre culturel applique le quotient familial. On avait également donc, demandé et obtenu que le centre social Rive applique le quotient familial. Donc on est bien sur une démarche de quotient familial qui permet donc d'avoir une répartition plus juste en fonction des revenus des familles. Mais simplement, on a voulu la simplifier. Le centre culturel avait fait 14 tranches, c'est un peu l'usine à gaz. On est revenu à 8 tranches qui correspondent à ce que sont nos tranches. Je me retourne vers Magali Nissard dans les tarifs du péri-accueil scolaire et du péri-accueil pour la restauration. Et nous également, donc ça correspond aujourd'hui à la classification retenue par la CAF. Voilà. Donc on passe de 14 tranches à 8 tranches sans modifier la philosophie du projet. Et vous avez donc le détail de ces cotisations qui sont derrière. Voilà. Y a-t-il des observations? Non, pas d'observation. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Donc on va maintenant passer à effectivement à des délibérations petit à petit donc, qu'il était nécessaire de prendre cet été. Donc je vais donner la parole à Magali Nissard sur la création d'un RPE, d'un relais petite enfance. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la convention territoriale globale, un diagnostic a été réalisé et il montre l'importance d'implanter sur le territoire intercommunal un relais petite enfance. Un relais petite enfance qui servira donc autant pour les assistantes maternelles, elles sont environ 130 sur le territoire, que pour les familles qui sont en recherche de modes d'accueil pour leur enfant, mais aussi pour les professionnels de la petite enfance. Donc, lors du dernier comité technique de la Convention territoriale globale du 19 juin dernier, les villes d'Aubord, Le Queslar, Beauvoisin et Vauvert ont acté la création d'un relais petite enfance donc, qui serait itinérant, puisque les matinées seraient consacrées à la mise en place d'ateliers dans chacune de ces villes. La ville de Vauvert serait donc le gestionnaire de ce relais petite enfance. Les coûts seraient répartis par nombre d'habitants en fonction de chaque commune et on le situerait dans le pôle administratif, là où les familles seraient reçues, sera situé dans la maison France Service. Donc comme ça, en plus, c'est à côté du centre de loisirs, lieu où des ateliers pourront être imaginés et réalisés. La matinée d'accueil, je vous en ai parlé donc pour chaque commune, pour les assistantes maternelles. Et donc, ça demandera le recrutement d'un équivalent temps plein pour les 2 premières années, en tout cas, de la mise en place du relais petite enfance. Alors, il y a quelques précisions. Ce relais petite enfance, pour Vauvert, il est obligatoire, parce que plus de 10 000 habitants, ça c'est la loi. Pour les autres, il ne l'est pas. Par contre, dans le cadre de la Convention territoriale globale, qui est donc le dispositif voulu par la CAF au niveau intercommunal, effectivement, la CAF convient qu'il faut un relais petite enfance qui prenne l'ensemble de la communauté de communes. Donc, il y a celui-là à Vauvert, certainement un autre qui sera à Émargues. La CAF verra ce qu'elle fait du financement. Il faut rappeler quand même, parce que ce n'est pas précisé dans la note de synthèse, que le financement sera assuré à la fois, donc, comme disait Magali, par une cotisation des communes, mais aussi pour une grande partie, je me retourne vers mon administration, le pourcentage, on le connaît aujourd'hui? Non. En fait, on est au-delà de 50%, plutôt même, on est plutôt dans les 70 que 50, par la CAF. Hein, voilà. C'est un dispositif de la CAF qui est financé par la CAF. Voilà. Bon, il vient remplacer, puisque la loi nous impose ce relais petite enfance, il vient remplacer un dispositif qu'on appelait avant le RAM, le relais assistance maternelle. Nous dépendions d'un RAM et on cotisait d'un RAM qui était au Gros du Roi. Bon, ce n'était pas facile pour les assistantes maternelles de Vauvert de se déplacer au Gros du Roi. Ce n'était pas envisageable pour les familles. Et donc, le RAM ne rendait pas les services qu'on peut en attendre. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les modes d'accueil de la petite enfance,
les assistantes maternelles, c'est quelque chose qui compte. On avait une association, les Turbulettes, qui a cessé son activité il y a quelques semaines. Donc il était important qu'il y ait quelque chose qui puisse donc assurer ce remplacement. Oui, les associations, c'est quelquefois lié au devenir de leurs responsables. Voilà, bon, la vie associative, c'est fragile de ce point de vue-là. Donc ce RPE va être mis en place. C'est le service éducation nous, qui suit ce travail avec vraiment un bel engagement de Stéphane Reyes qui a porté la cohésion territoriale globale. Donc pour nous, c'est une belle avancée dans ce qui est donc la gestion de la petite enfance et dans l'aide que l'on peut apporter aux familles. Voilà. Et puis j'en profite pour remercier la communauté de communes qui donc met à disposition les locaux dans lesquels on abrite les services de l'État, donc France Service. Ce sera un service de plus offert à la population dans un lieu qu'elle connaît de plus en plus facilement et qui est proche des installations du centre de loisirs. Voilà. Sur la création de ce RPE, les conditions dans lesquelles on le crée, y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant, et c'est Babette Michalski qui va nous en parler, à l'adoption du nouveau règlement de fonctionnement de la crèche, donc du multi-accueil L'île aux enfants et des protocoles qui sont afférents à compter du 1er septembre. Babette. Merci, merci Monsieur le maire. Alors au vu de la réorganisation au sein de la direction de l'éducation, avec le rattachement du multi-accueil, l'île aux enfants, ainsi que la mise en place d'un accueil unique pour les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants à la crèche, aux accueils du soir, aux loisirs, aux inscriptions scolaires, la commune a la nécessité de voter le règlement de fonctionnement du multi-accueil. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quelques mots pour dire que ce règlement n'apporte pas beaucoup de changements, ou peu par rapport au règlement antérieur. Et que, par contre, il y a deux points. Bon, il y avait 2 journées pédagogiques au dernier l'année passée, et il y en aura 3. Et puis il y aura une réunion aussi tous les mois, une réunion de travail. Et la crèche fermera le mercredi soir, une fois par mois, à 17h30 pour que les salariés puissent travailler ensemble avec la directrice. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est la mise en place un peu plus rigoureuse de réunions de formation du personnel. Moi, je veux attirer l'attention du conseil municipal sur la fragilité du personnel qui est en crèche. C'est une des structures sur laquelle le taux donc, de personnes en maladie est un des plus importants et qu'on a souvent des maladies professionnelles qui sont liées au fait de porter des enfants à bout de bras, de se baisser, etc. Donc je me suis renseigné un peu partout, c'est assez fréquent. C'est lié non pas à la crèche vauverdoise, mais c'est lié donc à ce type de métier. Mais il y a des postures à avoir, il y a des choses à faire qu'il faut peut-être qu'on travaille davantage avec nos personnels. C'est pourquoi ces séances de formation sont des séances qui sont indispensables et que nous voulons absolument les mettre en place. Voilà. Ce règlement, je voulais dire aussi, parce que depuis 2 mandats, on a vu évoluer des choses. Pour avoir un enfant à la crèche, la bonne méthode, c'est pas de venir taper à la porte du bureau du maire pour donner un rendez-vous et venir dire mon petit, c'est mon petit, et c'est mon petit, parce que c'est mon petit, on va le garder à la crèche. Voilà. Il y a des règlements, et moi je suis très attaché, vous savez à quel point je suis très attaché à l'état de droit, à la règle. Quelquefois, je suis pénible, mais tant pis. Et donc, il y a un règlement de la crèche. Ce règlement, il est fait en concertation avec les familles, il évolue quelquefois à la demande des familles, et il est appliqué. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, en plus c'est à point, c'est une commission à point. Donc voilà, il y a tant de points et pour voilà. Ça crée quelquefois des difficultés. Oui, oui. Moi, il faut le dire, des difficultés sociales, mais bon, qu'il faut qu'on assume parce que quand vous avez tant de place, vous ne pouvez pas prendre 3 enfants de plus. Voilà, donc il y a des délais d'attente, il y a des gens qui on modifie les règlements. Au fur et à mesure, on a pris en compte à la crèche maintenant la situation de parents qui travaillent tous les deux. Alors qu'avant, on ne les prenait pas en compte. On disait, bon, ils travaillent tous les deux, ils ont les moyens, ils se débrouillent. Non. Maintenant, on dit aussi, quand les gens travaillent tous les deux, ils ont peut-être aussi plus de difficultés que d'autres à garder leur gamin. Donc, on trouve des situations.
à la fois pour prendre en compte les situations très sociales, parce que quelquefois, pour un enfant, c'est le sauver que de le faire passer quelques heures à la crèche, mais aussi simplement pour des situations où on a besoin que les gens puissent trouver un mode de garde qui soit adapté. Voilà. Voilà, donc pourquoi ce règlement est important, et je renouvelle ma confiance vraiment à tous ceux qui gèrent ce service qui est très utile et pour lequel, je le rappelle, nous avons un projet de nouvelle crèche qui a du mal à voir le jour, parce que pour les porteurs de projet, c'est un coût, et que nous souhaitons mettre en place une nouvelle crèche, nous souhaitons qu'elle puisse s'appuyer sur la pédagogie Montessori. Donc on a sollicité plusieurs porteurs de projet pour l'instant, nous n'avons pas abouti, mais nous ne désespérons pas d'aboutir d'ici la fin du mandat. Voilà, donc sur l'adoption de ce règlement, il y a des interventions? Non, des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. On passe donc maintenant à l'adoption d'un nouveau règlement. Celui-ci nous est présenté par Magali Nissart. Il s'agit du règlement de l'accueil de loisirs péri-extrascolaires à compter du 1er septembre. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, ça concerne le centre de loisirs. Et donc, comme vient de le dire Elisabeth Michalski, on doit remettre à niveau nos règlements pour qu'ils prennent en compte le fait que dans ce nouveau lieu d'accueil qui est situé donc, au service éducation rue Émile Zola, désormais se prennent les inscriptions pour la crèche, pour les centres de loisirs, pour la jeunesse et aussi pour les inscriptions scolaires, ce qui est quand même, ce qui donne entière satisfaction aux familles puisqu'elles viennent dans un seul lieu pour réaliser toutes les modalités et les inscriptions. Et dans ce nouveau règlement, donc on parle donc de la modification de fonctionnement du portail famille, mais aussi des protocoles de suivi en cas de protocole d'accueil individualisé, donc pour les enfants qui présentent une allergie, une intolérance ou qui doivent se faire administrer un traitement si besoin. Donc voilà de quoi est constitué le nouveau règlement pour le centre de loisirs. Et la délibération qui est juste après, c'est la même, puisque c'est sur la modification du nouveau règlement de l'accueil de loisirs jeunesse. Et donc lui aussi, c'est sur le fonctionnement du portail famille. Bien, donc les deux délibérations ont été présentées, mais on va les voter séparément. Je veux juste rappeler que pour la première, donc, quand on parle de ce nouveau lieu, etc., c'est une des conséquences de notre nouvelle organisation de la gestion prévisionnelle effective des compétences, qui fait que la crèche, qui était un service qui était rattaché précédemment au CCAS, est devenue donc une crèche qui est considérée comme un service municipal et donc qui est venue compléter le service enfance-jeunesse. Donc on a maintenant donc un service qui gère l'enfance et la jeunesse, de la petite enfance jusqu'à la jeunesse, donc jusqu'à l'âge adulte. Hein, voilà. Donc évidemment, ça suppose de modifier les règlements pour prendre en compte cette dimension-là. Et puis sur les PAI, je voudrais dire aussi que donc, ces programmes d'accueil individualisés qui font quelquefois parler, qui sont des programmes que l'on doit mettre en place pour les enfants qui ont des allergies. Donc on a l'impression de fois, moi-même il m'est arrivé de penser qu'avant on ne faisait pas. En fait, vous savez, des fois, avant on faisait sans le dire. Il y a quelques années, le PAI, aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui une garantie juridique, c'est-à-dire que les précautions que l'on prend en matière alimentaire, en accord avec les familles, lorsqu'il y a des allergies, on les accompagne de visites chez le médecin, etc., d'un avis particulier, qui fait qu'on a un dossier qui est bordé en cas de difficulté d'un point de vue juridique. Hein, voilà en quoi la loi a évolué. Voilà. Y a-t-il des interventions, des oppositions? Donc à l'unanimité, merci beaucoup. Donc pour le centre de loisirs, j'en profite donc pour les mêmes raisons pour vous parler maintenant, donc non pas pour vous demander de voter, si vous le souhaitez, pour l'adoption du règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunesse qui vous a été présenté également. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, des observations? Non. Donc à l'unanimité également. Merci beaucoup. Et on passe donc à la délibération suivante. Donc, je vais redonner la parole à Magali Nissart, qui va nous parler du coût de revient d'un enfant scolarisé sur la commune pour l'année 2023-2024. Ce coût de revient d'un enfant scolarisé, il sert de calcul pour la participation financière des communes extérieures, parce qu'elles demandent donc de scolariser des enfants sur la commune, et pour le financement des écoles privées, et notamment pour le calcul de la subvention à l'école privée Notre-Dame. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme dirait Bruno Pascal, c'est un classique. Donc, chaque année, nous votons
le coût de revient d'un enfant qui est scolarisé sur la commune. Et donc pour l'année 2023-2024, la participation pour un élève en élémentaire s'élève à 481,25 € et pour les élèves de maternelle à 1899,43 €. La différence s'explique puisqu'il y a du personnel dédié, donc des ATSEM, dans les écoles maternelles. C'est pour ça que la différence peut paraître importante. Très bien. Alors, il y a une évolution légèrement à la baisse de la subvention pour l'école Notre-Dame, il faut le dire, hein, mais qui est liée tout simplement donc, à ce calcul, avec cette année une nouveauté, c'est qu'on a eu de la préfecture donc la communication de la valeur moyenne qui est faite et du département. Bien évidemment, nous sommes largement au-dessus, parce qu'il faut savoir que dans nos relations avec l'école Notre-Dame, il y a eu pendant longtemps, alors que ce n'était pas la loi ni obligatoire, mais on a pris en compte le coût d'un enfant en maternelle, alors que la loi ne prévoyait que pour les primaires. Bon, on a souhaité ne pas mettre en difficulté donc, l'école par rapport aux maternelles. Et puis également, je veux dire que ce qui est avantageux pour l'école, en l'occurrence pour le calcul de la subvention, c'est que nous, jusqu'à ce jour, on a un accompagnement par les ATSEM qui est supérieur également à la moyenne, à ce que l'on rencontre partout. Hein. Vous avez beaucoup de communes dans lesquelles il y a une ATSEM pour 3 classes. Hein. Bon, nous, on avait une ATSEM par classe, remplacée chaque jour. Bon, enfin voilà, ça évolue un petit peu maintenant, mais on est toujours dans un accompagnement éducatif. Hein. Nous avons dit que nous accordions la priorité à l'action en faveur de la culture et de l'éducation. Quand on le dit, il faut que derrière, sur du concret, nous pensons aujourd'hui que les ATSEM jouent un rôle important auprès des enseignants. J'ai l'occasion de leur dire chaque année à la rentrée de les remercier. Et tant que nous pouvons maintenir cet accompagnement éducatif, nous le faisons. Il a évidemment un coût. Et quand on calcule ce coût, ben, ça nous donne un coût d'enfants scolarisés qui est plus fort que la moyenne départementale et l'école privée en bénéficie. Voilà. Très bien. Donc, sur ce coût de revient d'un enfant scolarisé, y a-t-il des interventions? Y a-t-il des oppositions? Abstention? Ah, mais vous pouvez prendre part au vote. Abstention? Non. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Vous pouvez prendre part au vote parce que vous n'êtes pas dans l'exécutif qui décide. Voilà. Là, c'est pas l'attribution de la subvention, c'est le coût. Et puis là, ce n'est pas l'attribution de la subvention, c'est l'analyse du coût. Voilà. Donc, s'il y a des précautions à prendre pour qu'un élu ne participe pas au vote, que ça ne mette pas le collectif en péril, qu'il soit membre de l'opposition, ça peut être le cas si vous êtes dans une structure décisionnaire ou de la majorité, ça peut être le cas, des fois, c'est nos élus territoriaux aussi. Bon, je le fais savoir, hein, voilà. Pas vous mettre en difficulté personne. Voilà. Non, mais là, ce n'est pas le cas, vous pouviez le voter. Voilà. Et maintenant, donc, Cathy Guyot va nous parler de l'acquisition de vélos à assistance électrique et des conditions dans lesquelles on va reconduire la prime. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Eh bien, donc, chaque année, nous, depuis plusieurs années maintenant, depuis 3 ou 4 ans, nous prenons une décision annuelle concernant donc cette prime à l'acquisition d'un vélo électrique pour les personnes, alors sous condition de ressources bien évidemment. Alors nous proposons avec cette délibération en fait que cette délibération ait une durée illimitée, bien sûr. Alors elle est fonction de la somme qui est budgétée chaque année. Et donc pour le budget 2024, nous avons prévu 4 000 €. Ce qui correspond à une vingtaine, à 20 primes exactement. Et donc, nous avons déjà pu faire bénéficier à 46 familles vauverdoises donc, de cette subvention de 200 € qui est cumulable avec celle de la région et celle de l'État. Alors, celle de la région et celle de la commune sont calquées à peu près sur le même modèle. Celle de l'État est un petit peu plus restrictive puisqu'elle est sous une condition la condition de ne pas du tout payer d'impôt sur le revenu. Celle de la commune est fixée sur le plafond donc, de la tranche 1 de l'impôt sur le revenu comme celle de la région. Et donc ça ouvre un petit peu plus donc l'acquisition. Non, pas du tout. D'accord. Si, j'ai bien travaillé le sujet. Voilà, donc nous vous proposons de reconduire cette aide pour l'acquisition d'un vélo électrique donc, au Vauverdois pour l'année 2024 et les années à venir. Monsieur Garnier a demandé la parole.
Oui, monsieur le maire, merci. Non, vous savez que bon, nous allons voter contre cette délibération encore une fois, mais nous allons vous expliquer pourquoi. Alors, on n'est pas contre l'aide spécifique, mais nous sommes contre les conditions d'attribution demandées par la mairie. Effectivement, Madame Guyot nous dit que vous êtes au plafond, le revenu de référence de la région, je l'ai sous les yeux, il est de 14 089 euros et celui de la mairie est de 25 660. Alors pourquoi cette différence? Bon, parce qu'on dit que c'est la même. Voilà. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il y a déjà 200 euros d'aide de la région, plus 400 euros d'aide d'État. Hein, ça fait 600 euros. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors nous ne sommes pas contre les vélos électriques, non loin de là. Surtout que la région donne 200 euros aussi pour les vélos musculaires. Donc pourquoi on aiderait cette aide? Pourquoi donc ça fait 46 vélos, je multiplie par 2, ça fait déjà, on a donné 9 200 euros sur le budget municipal. On va donner encore 14 000, ça va faire 12 000. Je trouve que c'est une somme assez conséquente. Est-ce que les gens ne peuvent pas simplement suffire des 600 euros entre l'aide de la région et l'aide d'État? Voilà. Alors, je vais vous répondre. Déjà, donc, on s'est fixé sur l'aide de la, enfin, sur le mode de calcul de la région qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que la région, comme la commune, nous avons voulu permettre à des familles moyennes, hein, de classe moyenne, de pouvoir accéder à cette aide. Et donc, l'aide de l'État, je le disais, elle est réservée aux personnes, aux foyers qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Notre aide, elle est plafonnée donc à la tranche 1 de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les personnes qui paient des impôts sur le revenu, mais faiblement, parce qu'ils ont des revenus modestes. Voilà, donc c'était ça. Alors, l'aide de la région, elle est calculée par part. C'est 14 000 euros par part. 14 000 voilà. Nous, on a simplifié et on est parti sur le plafond. Donc, si le foyer a des ressources fiscales qui sont inférieures ou égales à 28 000, alors on était sur 28 797. Donc, dans le règlement, il y a un exemple. Hein. Cette aide est attribuée sous condition de ressources. Le demandeur devra justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au plafond de la première tranche d'imposition sur le revenu, par exemple pour un vélo acquis en 2024. Avis d'imposition 2023 sur revenu 2022, revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 28 797, quelle que soit la composition de la famille. Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas calqué sur le revenu fiscal de référence de la région qui est de 14 089. Mais on l'a simplifié. Nous. Ah, vous avez... Mais c'est les 14 000 par part. Ah, voilà. Donc nous, on ne prend pas le nombre de parts, on prend simplement donc le revenu fiscal de référence du foyer. Oui, donc, bon, pourquoi... Voilà. Mais une personne seule, si son revenu est inférieur à 28 797, elle y a droit. Et si elle ne paie pas d'impôt sur le revenu, elle peut cumuler en plus l'aide de l'État qui est de 300 et pas de 400 euros. 200 euros. Non, l'aide de l'État. l'État. 400 euros. Ah ben alors, je ne savais pas qu'elle avait 400 euros, oui. C'est 400 euros. Donc après, les cumuls de ces aides, écoutez, si les personnes peuvent bénéficier de l'ensemble des aides, c'est très bien. Ça permet d'acheter des vélos de meilleure qualité. Et si, voilà, enfin, je veux dire, après, chacun fait ses choix. Vous savez, si on a mis en place cette aide, c'est pas simplement pour le loisir, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte quand même, et monsieur le maire l'a répété suffisamment quand on a fait faire cette étude sur la mobilité à ces étudiants, que beaucoup de personnes donc travaillaient dans un rayon de 10 km. 10 km en vélo électrique, ça se fait facilement, ça se fait plus facilement qu'en vélo musculaire. On transpire moins, on force moins, etc. On fait quand même du sport parce que c'est pas une mobilette, et c'est aussi pour nous une alternative. Alors certes, bien sûr, il y a beaucoup de familles qui l'achètent pour le loisir, mais il y a beaucoup de familles aussi qui peuvent s'équiper d'un vélo électrique comme une alternative, et c'est comme ça qu'on l'a pensé, une alternative à la voiture. Parce que bon, ça permet de faire du sport, etc. Et ça permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ça permet aux familles qui sont modestes de pouvoir investir dans un vélo électrique. Quand même, pour avoir un bon vélo électrique, il faut compter 1 000 euros. Donc, si on peut cumuler ces aides, écoutez, c'est quand même tout bénef pour les foyers Vauverdois. C'est ce que je vous dis. Donc, nous avons qu'à le mettre pour les gens qui travaillent. Mais je trouve que pour le loisir, on peut avoir déjà une aide de 600 euros. Je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, c'était tout. On en restera là-dessus.
Oui, oui, monsieur Garnier, comment est-ce qu'on peut Bon. faire la différence entre le vélo loisir et le vélo travail? Bon, à un moment donné, les gens achètent un vélo et ils Très sont bien. libres de l'utiliser Allez. comme ils veulent. On va peut-être clôturer ce débat, mais bon, d'abord, c'est vrai que sur cette différence entre le loisir et le vélo-travail, il y a, et depuis longtemps, hein, moi je prenais part, fut un temps, à l'association des départements cyclables de France, et toutes les études montraient que c'était d'abord par le loisir qu'on reprenait le goût du vélo, parce qu'il y avait un Français sur deux qui avait jamais mis les fesses sur le sel, même si au départ c'est douloureux d'ailleurs, mais qu'ensuite, donc, ce vélo-loisir, quand il y avait des équipements, des pistes cyclables, mais aussi simplement des voies cyclables en ville, bien, les gens s'habituaient à le prendre tous les jours, et après s'habituaient peut-être à le prendre pour le travail, qu'il fallait aller un peu vers ça. Bon, donc c'est un débat national qui nous dépasse. Moi, j'observe, vous me permettrez d'observer, M. Garnier, que le groupe d'opposition était, il y a quelques mois, même si un peu plus peut-être une période d'année, hostile au vélo électrique par principe. Si, bon, vous l'aviez dit, mais c'est pas très grave. Mais vous savez, J'en ai un moi-même, monsieur oui, mais le maire, donc je sais je bien, ne suis pas hostile au vélo électrique. vous savez, c'est pas très grave que d'avoir un point de vue qui évolue. C'est pas, voilà, moi, simplement, je constate que vous prenez des précautions en disant que vous n'êtes pas contre, tout ça, ben c'est bien, voilà, c'est bien. Et puis, vous avez des raisons encore de voter contre. Moi, je les respecte. Bon, j'espère qu'on arrivera à vous convaincre que cette contribution municipale, elle a vocation à faire en sorte que davantage de Vauverdois, parce que à Vauvert, on n'est pas une ville riche, nos Vauverdois ne sont pas riches, puissent plus facilement accéder et que ça permette, quand il disait à des Vauverdois moyens de pouvoir avoir un vélo électrique alors qu'ils ne pourraient pas. Il y a une autre mesure que nous allons prendre. Et moi, je vous parlais tout à l'heure du dispositif à vélo 3 pour lequel on a été lauréat. Nous allons donc, dans quelques mois, acheter des vélos électriques. On devrait en acheter, je pense, une vingtaine. Ces vélos, on les peindra en vert clair, on les verra de loin. Il y a des gens qui les trouveront très beaux, d'autres très moches, mais au moins on les reconnaîtra. Et ce seront ce qu'on appellera des vélos verts. Et ces vélos verts, on va s'entendre avec le prestataire de service, on a la chance qu'il y en a un maintenant sur Vauvert. Il en assurera la maintenance. Mais nous, notre volonté, c'est quoi? C'est de permettre à quelqu'un qui veut se mettre au vélo électrique de faire un essai. Parce qu'aujourd'hui, qui peut se permettre d'aller s'engager à dépenser 500, 600, 800, 1000, 2000 euros s'il ne sait pas si au final il s'en servira? Alors on va, ces expériences, moi j'ai découvert ça, on n'invente pas ni la boîte ni l'eau chaude. J'ai découvert ça donc au Salon des maires à Paris. Il y a plusieurs modalités d'intervention auprès des gens. On va louer ça à court terme, un mois, peut-être un mois renouvelable 2 fois. Vous paierez 15 ou 20 euros. Vous aurez le véhicule chez vous. Vous l'avez à votre domicile et vous verrez pendant un mois ou 2 mois si vous êtes intéressé pour un vélo électrique et vous le rendrez, d'autres le prendront. Et quand vous le rendrez, si vous avez l'intention d'en acheter un, à ce moment-là, vous bénéficierez des modalités pour le faire. On fera ça, je pense, d'ici la fin de l'année 2024 ou début de l'année 2025. Parce qu'on pense qu'il est d'ailleurs tous les jours, on voit des vélos un peu de partout dans Vauvert, de plus en plus. Et moi, je vais faire une ouverture vers vous qu'on n'avait pas faite au départ. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit fermé à l'idée de pouvoir subventionner également le vélo musculaire. Dans des conditions différentes, hein, bien sûr, parce qu'il coûte moins cher, mais ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des gens qui, pour le loisir ou autre, donc, peuvent être intéressés par acheter un vélo musculaire. Donc, il y a même d'autres démarches, puisque je sais que Cathy est attachée également avec donc l'école Être à un atelier de réparation de vélos, de mise à disposition de vélos d'occasion. Enfin, je crois qu'il y a toute une palette d'être à voir, mais on a voulu amener les gens à ce vélo électrique. Et vous savez, moi j'ai 69 ans, bon, on fait la confidence, bon, c'est marqué, donc voilà. Quand je monte sur, je fais un peu de vélo musculaire, toujours, mais je fais aussi un peu de vélo électrique. Mais je constate par contre, y compris sur les voies vertes, que le nombre de gens de mon âge qui sont remontés sur un vélo grâce au vélo électrique, et c'est une courbe exponentielle, il y en a de partout, des groupes de gens qui font du vélo, parce que le vélo électrique leur a permis d'y remonter. Sinon, ils n'en auraient pas fait. Voilà. Donc, c'est quand même, je crois, faire œuvre utile que de permettre à un maximum de gens de bénéficier de cette avancée technologique et que ce ne soit pas réservé à toujours ceux qui ont le plus de moyens. Voilà. Nous, on veut contribuer à faire en sorte que ça permette à des gens qui n'ont pas de gros revenus de pouvoir quand même accéder à l'achat d'un vélo électrique. Voilà.
Et donc, je voulais finir là-dessus. Oui, si on veut aller au bout des choses, comme Madame Cathy se calque sur la région, la région aide pour les vélos musculaires. Hein. Voilà. Ok. Donc, c'était. Vous Et, faites, et arrêtons de dire que le vélo électrique est écologique. Le vélo musculaire est écologique, pas le vélo électrique. Après, j'ai un vélo électrique. Voilà. Arrêtons que c'est le vélo C'est un musculaire autre qui est débat. écologique. N'engageons pas ce débat-là. On y reviendra. Mais en tout cas, écoutez, moi, j'observe que vous cheminez. Nous cheminons aussi. On en reparlera tranquillement. Et ce n'est pas interdit que de temps en temps, on ait des débats là-dessus. Et puis qu'on fasse état de nos désaccords. Et puis qu'à un moment donné, on puisse partager des volontés. Voilà. Donc vous votez contre. Vous êtes 5 avec un pouvoir, 2 pouvoirs. 2 pouvoirs. Donc vous êtes 7. Voilà. 7 contre. Y a-t-il des abstentions? Non. Donc à la majorité. Merci Cathy. On passe donc au volet. Voilà. Et c'est Momoto Ami qui nous parle de l'Intervolley Club. Merci, monsieur le maire. Donc, on reste un peu dans la santé, puisque le sport, c'est la santé. Et j'en profiterai aussi pour un petit mot, parce que quand le vélo électrique, on dit qu'il est, j'allais dire, écologique, c'est parce que la personne qui est en voiture ne se met pas au vélo facilement, et le fait d'aller sur un vélo électrique, ben, ça fait qu'on a moins de voitures qui polluent. C'est aussi une raison pour laquelle on dit qu'il est écologique. Une demande de subvention pour le club de volley qui a fêté ses 40 ans. Donc, c'est une demande de subvention exceptionnelle. Donc, je vous rappelle que le club de volley a été créé en 1984 et a connu, et ça, ben, il faut le souligner, que 2 présidents. Le premier président et créateur du club était, et toujours d'ailleurs, mais bon, il n'est plus président, Jean-Noël Rios, qui a passé le relais à Jean-François Citruc. Donc 40 ans d'exercice. Aujourd'hui, eh bien, la particularité, c'est que le club existe toujours. Alors certes, il n'est pas fourni dans toutes les catégories comme il put et il fut l'être en 1984, mais c'est vrai qu'ils ont su aussi s'adapter à notre époque, et notamment après les moments du Covid, mais ils ont su changer de fédération pour aller de la fédération française à la fédération UFOLEP, pour pouvoir permettre, parce que dans cette fédération-là, eh bien, les filles et les garçons peuvent jouer ensemble. Donc aujourd'hui, le club a cette particularité de monter des équipes mixtes, hommes-femmes, et pouvoir exercer et continuer, j'allais dire, cette association. Voilà, donc en fait, une demande exceptionnelle qui a été demandée par ce club-là pour ses 40 ans, et dont la réunion, et j'allais dire la petite fête qu'ils ont organisée a eu lieu le samedi 15 juin 2024. Donc je propose au conseil municipal d'approuver l'attribution de subvention de 3 500 € à l'Intervolley Club Vauverdois et de prélever l'imputation du compte budgétaire suivante 65 748 326 0205. Moi, j'apprécie votre façon de connaître petit à petit le code général des collectivités territoriales et ses différents alinéas. Voilà. Vous savez déjà que vous étiez très présent sur le terrain, mais là en plus, très bien. Donc sur cet anniversaire de l'Intervolley Club, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Et donc je cède la parole à Cathy Guyot, qui va nous présenter alors le rapport d'activité de la communauté de communes de Petite Camargue, puis ensuite le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, puis ensuite le rapport annuel 2023 du service environnement et élimination des déchets de la communauté de communes de Petite Camargue. Et je fais confiance à son esprit de synthèse pour que ces 3 documents, qui sont des documents importants mais conséquents, nous soient résumés comme elle sait si bien le faire. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'être brève. Bon, concernant ce rapport d'activité de la communauté de communes, comme chaque année, donc c'est simplement une prise d'acte. Nous l'avons nous en avons pris connaissance donc pour une majorité des élus conseillers communautaires, donc en conseil communautaire. Donc il faut simplement l'obligation, la loi fait obligation de le présenter. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change. Le président n'a pas changé, les vice-présidents non plus, et les membres du bureau non plus. Les compétences n'ont pas changé non plus. Au niveau du budget,
On est à... voilà. On est à... je cherche le budget 20 642 382 euros, donc en réalisé 2023, à 7 54 426 euros en section d'investissement. Bon, les grands projets, vous les avez, puisque vous avez eu tous, j'imagine, le rapport. Donc, le service environnement, l'aire de lavage d'eau bord, la cuisine centrale, avec bon, la défaillance, malheureusement, du marché global, du délégataire là, du marché global de performance, donc qui a obligé à relancer donc, l'intégralité du marché. Et puis donc la restauration scolaire, le parc automobile. Enfin, vous savez, vous connaissez donc les compétences obligatoires, les compétences facultatives et les compétences donc de la communauté de communes. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Vous avez toutes ces informations dans le rapport d'activité, donc je ne suis pas, à moins qu'il y ait des questions particulières, mais bon, je ne vais pas être beaucoup plus longue là-dessus, puisque le rapport est quand même très détaillé. Merci Cathy. Je voudrais préciser que donc, le vote du conseil municipal n'est pas un vote d'approbation du rapport, ni même pour les deux autres, c'est pareil. Ce sont des données actes. C'est-à-dire qu'on vote pour dire qu'on a pris acte de ce compte rendu d'activité, puisqu'il s'agit d'activités de la communauté de communes. Voilà. Et je remercie Cathy. J'en profite pour rappeler que nous faisons partie de la majorité de la communauté de communes, mais que nous sommes donc un partenaire majoritaire vigilant et exigeant, et que nous le resterons, voilà, pour que les intérêts de la commune soient bien compris et bien défendus. Voilà, donc je vous propose de donner acte de ce rapport. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Je demande à l'opposition de ne pas se mettre en récréation, ou alors de me le demander. J'interromprai s'il faut le conseil municipal quelques minutes, si vous en avez besoin. Voilà. Voilà. Très bien. Donc je soumets ce donner acte à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Non. Donc à l'unanimité, nous prenons acte de ce rapport d'activité. Et Cathy, je te propose de poursuivre. Très bien, donc je continue avec le rapport annuel sur le service public d'assainissement non collectif, le SPANC. Très rapidement, donc le SPANC concerne 1163 installations individuelles qui ont été contrôlées donc, depuis la mise en place de cette réglementation en 2016. Alors pour 2023, il y a 264 contrôles de fonctionnement qui ont été réalisés, 261 contrôles périodiques, vous savez que ce sont des contrôles tous les 4 ans. La conformité, elle est satisfaisante, mais elle est à 83,5%. Ça veut dire que donc, lorsque le contrôle n'est pas conforme, l'agent qui est dédié, qui est spécifiquement dédié, donc fait des prescriptions et revient contrôler donc, les prescriptions une fois qu'elles ont été réalisées. Et si elles ne sont pas réalisées ou si le propriétaire ne répond pas aux demandes de rendez-vous obligatoires, eh bien, la participation donc, de 130 € tous les 4 ans est doublée. Nous avions voté en conseil communautaire une majoration de 100% de cette participation. Donc voilà ce que l'on peut dire pour le SPANC. Donc en 2023, on a un déficit de fonctionnement d'un petit peu plus de 12 000 € qui a été compensé par un excédent de fonctionnement, un reliquat d'excédent de fonctionnement. Donc on est aujourd'hui juste à l'équilibre. Il faudra s'interroger pour l'année prochaine. Voilà concernant le rapport d'activité du SPANC. J'ai déjà fini, monsieur le maire. Moi, je digressais sur la délibération suivante que je dois présenter avec mon adjoint aux finances. Bien. Alors, mais vous voyez comme quoi on peut... Ah oui, mais vous doutez de mes capacités, vous oui. doutez de votre capacité d'adaptation, vous voyez. Comme quoi, hein, on peut encore vous surprendre. Hein. Très bien. Bien, donc vous ne nous surprendriez pas en approuvant, donc, en prenant acte de ce rapport. On est bien d'accord, voilà. Et nous aussi. Donc on prend acte à l'unanimité. Et je propose à Cathy Guyot de poursuivre avec le rapport sur le prix et la qualité du service public, sur le rapport annuel du service environnement et élimination des déchets. Merci, monsieur le maire. Donc là, je vais être un peu plus longue. Ah, je suis désolée. Hein. Mais bon, c'est mon dada, les déchets, vous le savez. Je suis vice-présidente.
Et Monsieur Jimenez n'étant pas là, je vais en profiter. Non, je plaisante. Alors, Madame Calma, non. Bon, vous connaissez ce service, donc simplement rappeler quand même qu'on a des obligations réglementaires de par la loi, donc il faut notamment réduire de 15% nos déchets ménagers assimilés produits par habitant en 2030 par rapport à 2010, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à 5866 tonnes et aujourd'hui nous sommes à 6526, donc ça fait un peu moins de 1000 tonnes encore à réduire. Nous, il nous faut faire encore des efforts, on en fait, mais nous allons, je pense, y parvenir, notamment avec la sortie des biodéchets, donc nous sommes en train d'y travailler. On développe donc le tri à la source des déchets organiques, donc jusqu'à sa généralisation par tous les producteurs en 2025. L'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques et la valorisation en matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. Donc voilà, ça ce sont des objectifs de gestion. Alors très rapidement, les faits marquants en 2023 sur ce service, eh bien, on a travaillé sur le renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers, ordures ménagères tri sélectif, qui a été renouvelé au 1er mars 2024, qui a été attribué à la société Océan, qui était déjà titulaire du précédent marché. On a travaillé également sur le renouvellement du marché de transport des bennes de déchetterie et c'est la société Obortrans qui en a été titulaire, qui a remporté le marché au 1er mars 2024. C'était précédemment la société Océan. On a lancé donc la remise des composteurs individuels que la collectivité achète 50 € et qu'elle revend 10 €. On a actuellement revendu 517 composteurs. Et 4 ont été distribués dans les écoles. Je rappelle d'ailleurs que les écoles volontaires donc, peuvent, de toute la communauté de communes bien évidemment, peuvent solliciter le service environnement pour avoir des composteurs, un composteur gratuit. On a également modernisé les déchetteries avec l'achat de roll-packers pour écraser les déchets afin de limiter les coûts de transport, de faciliter le travail des agents. La mise en place d'un QR code et la limitation des entrées en déchetterie. À l'heure actuelle, nous avons fait un bilan au 1er juin et très peu d'usagers dépassent, donc je parle d'usagers non professionnels, hein, les usagers pour qui c'est gratuit, donc dépassent la moitié des autorisations, c'est-à-dire sont aux alentours de 15 passages pour les 6 premiers mois. 93% de nos déchets ménagers assimilés collectés sont valorisés. Les ordures ménagères, bien c'est l'incinérateur Evolia. Les emballages, c'est un tri manuel donc au centre de tri à Nîmes et recyclé par Paprec. Le verre, c'est la verrerie du Languedoc. Les cartons, c'est Paprec. Les déchets ménagers spéciaux, c'est Chimirec à Beaucaire. Les encombrants, donc ils sont incinérés. Les déchets verts, ils sont broyés et donc ils sont envoyés donc sur une unité de broyage. Le bois, les ferrailles, les gravats, les encombrants, enfin tout ce que l'on peut, tout ce que la loi nous permet de valoriser, on essaie de le valoriser bien évidemment. Et donc on va continuer donc dans la modernisation de nos équipements. Dire également, parce que les Vauverdois ne le savent pas ou l'ont oublié, que le parc de bacs à ordures ménagères, donc il fait lui l'objet d'un contrat de location avec la société ESE, et que ces bacs de collecte, ils sont gratuits, ils sont fournis gratuitement et ils sont remplacés gratuitement. Et que vous allez voir peu à peu arriver donc en remplacement des poubelles bleues de tri, des poubelles grises avec un couvercle jaune. C'est la loi donc qui nous impose désormais d'avoir ces bacs pour uniformiser au niveau national, donc ces bacs gris à couvercle jaune, ce que nous n'avions pas mis en place sur c'est le Citom Sudgare, hein, qui est notre prestataire pour tout ce qui est valorisation, qui avait mis en place ces bacs bleus. Quelques éléments financiers. Donc le coût de traitement pour l'année 2023 des ordures ménagères, donc la collecte et le traitement, c'est 1 695 000 € pour l'année. Le tri sélectif, c'est 483 530. Il n'y a qu'une collecte, hein, il n'y a une collecte de tri sélectif. Mais sur ces 483 530 €, on enlève les recettes d'éco-emballage pour 389 941, ce qui fait qu'en fait, le coût du tri sélectif nous revient à 93 589. Si vous le comparez aux 1 695 000 des ordures ménagères, vous voyez qu'on a intérêt à trier beaucoup plus et à produire moins de déchets. Voilà. Le tonnage, je l'ai dit tout à l'heure, donc il est de 6 526 tonnes. Il a baissé de 6,46% en ordures ménagères. Alors on pense que c'est parce qu'on a établi un seuil de collecte pour les gros producteurs, notamment les entreprises.
Et puis, concernant, donc, si on veut se comparer donc, à d'autres, nous, on est à 230 kilos par habitant. Le département du Gard, la moyenne est à 246. L'Occitanie à 244 et la France à 220. Donc, on fait un petit peu mieux que le département et la région, mais on fait un peu moins au niveau national. Voilà. Les tonnages en tri sélectif baissent aussi de 8%. La baisse, j'avoue, elle est difficile à expliquer, mais il nous faut mieux trier encore et valoriser tout ce que l'on peut valoriser. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles, au collège, dans les entreprises. Quant au bilan financier 2023, eh bien, cette année, il a été excédentaire. Alors, sur le papier, de près de 600 000 euros parce que nous avons reçu 2 années de reversement de la taxe éco-emballage, donc notamment celle de 2021. Et en réalité, il est excédentaire de 185 576 euros, ce qui est quand même un bon résultat, puisque chaque année, on constatait un déficit d'un peu plus de 500 000 euros. Et la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle représente 4 85 218, c'est-à-dire 80% des recettes. Voilà pour ce rapport que j'ai essayé de faire le plus synthétique possible. Merci. Très bien, merci Cathy. C'est vrai que le financement par la TOM, par la TEM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est un mode de financement que tout le monde n'a pas adopté. Il y a d'autres modes de financement qui existent depuis longtemps. Il y en a de nouveaux qui sont expérimentés dans d'autres parties du Gard. Nous, et en tout cas moi en tant que maire, je reste attaché à la TEM parce que c'est le mode de financement le plus solidaire qui permet donc de prendre en compte donc ce coût important qui est celui de la collecte des déchets. Et je voudrais donc remercier Cathy de son intervention en tant que vice-présidente sur un sujet qui n'est pas un sujet facile à traiter. Également dire par contre que nous avons collectivement des efforts à faire pour gérer donc nos conteneurs à ordures. Et on fait mieux qu'il y a quelque temps, mais il y a encore des rues qui sont encombrées par des conteneurs toute la journée. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait déplaisant. Et je verrai donc avec Christian Somacal que l'on puisse organiser une nouvelle campagne à la fois de prévention, en allant taper aux portes, organisée par les policiers municipaux, et puis au-delà de la prévention, qu'on puisse donc mettre en place une véritable verbalisation pour les gens qui ne feront pas l'effort de rentrer leurs poubelles parce que on ne peut pas accepter les efforts que nous souhaitons faire en matière de voirie, de patrimoine. On demande des efforts aux particuliers pour rénover leur façade, etc. Si on laisse comme ça des poubelles joncher les rues tout au long de la journée. Alors, quand il y a des conteneurs à changer, quand il a rappelé, ils peuvent être changés, on peut changer leur dimension, on peut s'adapter, mais en tout cas, il ne faut pas accepter la situation telle qu'elle est, avec des poubelles qui restent trop longtemps, même si, moi je dois le reconnaître, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, plus que ce que je le pensais il y a quelques mois. Voilà. Sur ce donné acte, donc, y a-t-il des oppositions? Abstention. Donc, nous prenons acte à l'unanimité de la communication sur le prix et la qualité sur le service environnement et élimination des déchets. Ensuite, je vais donner la parole au ministre des Finances qui va nous parler donc du budget de l'eau et de l'assainissement et nous expliquer pourquoi il y a une décision modificative maintenant. Et je la laisse donc intervenir. Vous verrez qu'il y a une relation avec ce que j'indiquais tout à l'heure, donc au niveau du programme de voirie et notamment l'intérêt d'aller changer les réseaux en plomb sur la rue du Posquière, sur la rue Broussan, sur la rue Diderot notamment, d'ici la fin de l'année, et donc des financements afférents. Annick. Merci, monsieur le maire. Oui, donc 2 délibérations concernant 2 décisions modificatives qui ont toutes les 2 qui viennent du même, pour la même raison, c'est-à-dire la réalisation et donc la concrétisation de 2 emprunts du même montant. Donc tout d'abord sur le budget de l'eau, cette décision modificative donc intègre un emprunt de 150 000 euros. Donc vous voyez les 2 sections du budget de l'eau, en investissement et en fonctionnement, où on a à la fois intégré la recette donc, de l'emprunt 150 000 euros d'un côté, et de l'autre côté, donc, on l'a intégré dans le marché à bonne commande, qui permettra donc de compléter les travaux que le maire vous a indiqués précédemment. Ensuite, donc, au chapitre 16 sur l'investissement,
on recale le remboursement du capital à hauteur de 600 euros. Et donc, la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes sur ce montant de 150 600 euros. Section de fonctionnement. Donc là, on recale, après avoir recalé le remboursement du capital, là, c'est les intérêts. Et donc, comme il y avait un petit solde, ça nous permet de recaler les intérêts à hauteur de 500 euros. Donc, vous voyez qu'on a un montant donc en dépenses et en recettes qui est ramené donc à zéro. Voilà, donc pour la décision modificative numéro 1 sur le budget de l'eau. Petites interventions, observations, non. Donc, qui est contre? Donc, 7 contre. À la majorité. Donc, de la même façon. On passe à la deuxième, voilà. Voilà, deuxième décision modificative concernant le budget de l'assainissement. De la même façon, la réalisation donc d'un emprunt de 150 000 euros avec donc l'intégration dans la section d'investissement du même montant. On a recalé le remboursement du capital pour un montant de 700 euros. Donc, ce qui fait une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes par un total de 150 700. En fonctionnement, de la même façon, on a recalé la charge financière donc, concernant l'intérêt sur les quelques mois qui restent avant le 31 décembre de l'année, donc à hauteur de 2 000 euros qu'on a réduit sur le chapitre 012, plus un virement à la section d'investissement de 700 euros. Donc, ce qui fait une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes et qui est ramenée donc à zéro. Voilà. Très bien. Concernant les deux Il y a DM. des interventions? Non, donc des oppositions? Donc 7 oppositions à la majorité. Alors, moi, je voudrais dire que, bon, les travaux de réseau, c'est pas populaire. Hein. Non, C'est pas, ça se voit pas. c'est ni populaire au niveau des élus. C'est pour ça que des fois, pendant 50, 60 ans, 100 ans, il ne s'en fait pas. Ni populaire auprès des gens, parce que vous ouvrez la rue, vous changez les tuyaux, ça fait de la poussière, ça empêche les voitures de sortir, tout ça. Puis après, vous refermez. Et bon, 6 mois après, on ne se rappelle plus des travaux qui ont été faits, de l'intérêt et de leur coût. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a des fois, il se passe beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que on est capable, quand on ouvre la rue Pasteur, de trouver une conduite en amiante de 60 mètres de long. C'est aussi pour ça qu'on a encore quelques centaines de branchements en plomb. On sait le danger sanitaire, mais nous, on prend ses responsabilités. Donc voilà pourquoi on assure avec ces budgets annexes ces travaux-là. Et puis, dire aussi qu'il y a des raisons conjoncturelles, puisque ces 300 000 euros, c'était un droit qu'on avait de tirage d'emprunt, qu'il vaut mieux prendre cet emprunt maintenant et éventuellement ne pas le consommer, si on n'en a pas besoin, plutôt que d'attendre au moment où les incertitudes internationales font que le taux de la BCE pourrait valser et que donc ce droit de tirage pourrait nous coûter bien plus cher si nous en avions besoin dans quelques mois ou voire un peu plus tard. Donc on verra ça. En tout cas là aujourd'hui, ce sera figé, on aura un taux d'intérêt, puis on verra les conditions dans lesquelles on utilisera ou pas les 150 000 euros qui nous permettront en tout cas d'assurer les financements de ces travaux si toutefois le budget de par lui-même ne le permettait pas. Voilà. Merci Yannick de la décision et de cette opportunité qui a été trouvée. Il me revient maintenant de vous présenter un avenant à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué à la SEGAR dans le cadre du projet d'extension de la caserne de gendarmerie. Alors je voulais vous rappeler que nous avons décidé, et que c'était important pour maintenir la compagnie à Vauvert, pour maintenir les effectifs de gendarmes, pour maintenir des sections spécialisées de la gendarmerie, un PSIG, une section de recherche, etc., il était important de pouvoir réaliser une extension. Cette extension, nous l'avons réalisée. C'était quelque chose qui a coûté autour de 5 millions d'euros, une fois tout terminé. Nous avons pour cela donc une subvention importante de l'État qui nous paie le loyer, etc. Mais dans ce projet, il y avait au départ une installation de panneaux photovoltaïques. Alors, je rappelle qu'on a délibéré pour cela, si je ne m'abuse, en 2017, que le chantier a eu lieu.
qu'on a clôturé ce chantier, donc on l'a réceptionné en mars 2022, sauf que on n'a pas modifié le contrat qui nous lie donc au maître d'ouvrage délégué à la SEGAR, et dans lequel il y avait donc la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc il faut le modifier puisque cette installation de panneaux photovoltaïques n'a pas été réalisée. Les discussions avec l'architecte en cours de chantier ont montré que ce n'était finalement pas pertinent compte tenu de la nature de ces locaux et de leur orientation. Donc on n'a pas mis de panneaux photovoltaïques, il faut maintenant les retirer du contrat initial pour pouvoir définitivement clôturer ce dossier. Voilà l'objet de cet avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage de la SEGAR. Y a-t-il des observations? Non. Y a-t-il qui est contre? Pas d'opposition, pas d'abstention, à unanimité. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Bruno Pascal, qui va nous parler d'argent. Ce n'est pas fréquent, donc écoutez-le attentivement. Et là, c'est la rentrée d'argent. Merci, monsieur le maire. Et ça concerne donc les tarifs d'occupation du domaine public avec les branchements électriques. Donc les tarifs des marchés donc, restent inchangés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'avez. Donc, vous avez les marchés de plein air, vous avez les marchés thématiques, vous avez les camions boutiques, vous avez également les camions ambulants. Et puis cette année, donc, suite à l'augmentation de l'énergie et de l'électricité, donc, nous avons mis en place un tarif pour les branchements électriques, donc réparti en 3 propositions. Première proposition, donc la faible consommation, donc, ça veut dire, donc ça peut être, on peut imaginer que ce soit une caisse enregistreuse des guirlandes lumineuses. Alors le forfait, c'est 3 € par branchement à la demi-journée. Autoconsommation, c'est du froid, c'est du chaud, ça peut être du frigo, ça peut être de la rôtissoire. C'est 5 € par branchement à la demi-journée. Et puis vous avez le branchement illicite, c'est 10 € par branchement à la demi-journée. Voilà. Donc ces tarifs de branchement électrique sont des nouveaux tarifs. Donc on s'est basé sur des villes comme de la même strate que nous, comme Lunel, Saint-Gilles ou Beaucaire, et on a pris un petit peu le tarif inférieur. Voilà. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci Bruno. Y a-t-il des interventions? Non, pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci. Donc il me revient maintenant de vous parler un peu de personnel. Alors sur le personnel, on vous propose, donc je vous explique la démarche, hein, quand nous recrutons sur des emplois, et notamment après les départs à la retraite, donc on ne remplace pas systématiquement, mais lorsque nous recrutons quelqu'un, a priori, on fait démarrer les gens, sauf si c'est une mutation, hein, quelqu'un qui est déjà fonctionnaire, autrement on fait démarrer les gens sur un statut de contractuel. Alors ça permet de voir un peu, hein, de tester, c'est pas ce qui est annoncé comme ça, mais ils sont contractuels sur une période qui peut être une période d'un an, qui peut être une période qui est renouvelée plusieurs années, mais après on a des limites imposées par la loi. Et donc lorsqu'on est satisfait du travail effectué par les personnels concernés, donc on passe donc, on les met sous statut de la fonction publique, c'est-à-dire ils deviennent stagiaires. Hein, voilà. Donc on a comme cela un certain nombre d'emplois qui sont occupés par des contractuels suite à un départ à la retraite, pour lesquels on vous propose de les passer aujourd'hui sous statut. Donc il s'agit d'un emploi permanent d'agent d'entretien des bâtiments communaux, donc ce sont ce qu'on appelle entre nous les femmes de ménage. Hein. Donc c'est un emploi de 30 heures. Donc il n'y a pas d'implication financière notoire, puisqu'on transforme un emploi contractuel en emploi de fonctionnaire, mais c'est la même grille indiciaire. Hein. Donc les gens, il n'y a rien qui change sur le temps de travail et ni sur la nature de l'importance de la rémunération. Donc vous avez également un emploi permanent de chargé d'urbanisme. Alors là aussi, ça a été un départ à la retraite de quelqu'un qui a été remplacé par un contractuel, dont on a prolongé d'ailleurs la durée de son contractuel pour l'essayer encore un peu plus, et donc qui nous donne satisfaction et que l'on propose donc d'intégrer maintenant dans la fonction publique. C'est également un emploi d'agent technique en restauration collective. Donc là aussi, c'est un emploi donc, qui suit un départ à la retraite, donc, où là donc, on va embaucher quelqu'un en contractuel. Voilà. Ensuite, c'est un emploi d'animateur famille. Alors là, c'est une des conséquences de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. On a créé un poste de référent famille il y a quelque temps, qui est géré à la Maison pour tous. Là-bas, on devait chercher un poste d'animateur famille. Je rappelle que ce poste de référent famille et ce poste d'animateur famille sont directement, leur existence est directement liée au financement par la Caisse d'allocation familiale. Donc on est dans l'attente de ce financement, mais il faut créer le poste
Et donc, dès l'instant où ce poste est créé, attendre, et si son financement nous parvient, effectivement, il sera affecté. Voilà. Donc, il s'agit là d'un poste d'animateur famille à temps complet. Là, donc, il s'agira d'une animatrice familiale. Ensuite, on a un emploi permanent d'auxiliaire de crèche. Là aussi, c'est un contractuel qu'on fait passer statutaire. Donc ensuite, un agent, il n'y a pas de création d'emploi supplémentaire, hein, si ce n'est l'animateur familial, l'animatrice familiale, mais parce que c'est un poste financé par la CAF. Voilà. Ensuite, de créer, alors il est financé par la CAF parce que la CAF considère important qu'on ait une politique à l'attention des familles. Hein, voilà. Ça vient un peu remplacer ce qu'on est. Avant, on avait ce qu'on appelait des conseillers à l'éducation sociale et familiale. Hein, voilà. Bon, c'est ce type de personnes. Ensuite, on a donc un agent d'entretien des bâtiments communaux à temps complet. C'est également un contractuel qui devient statutaire. Enfin, il y a donc un agent administratif, agent d'accueil, c'est au poste de police là, donc où on a un agent qui est parti dans un autre service et l'agent qui occupe à l'heure actuelle ce poste est un agent qui est arrivé ici par voie de mutation en venant de la mairie d'Alès et le poste ne correspond pas à son grade. Donc il faut transformer le poste pour qu'il soit donc un poste d'agent administratif, agent d'accueil à temps complet à compter du 1er septembre donc au poste de police. Voilà. Ensuite, on vous demande, c'est assez classique ça, de m'autoriser le recrutement sur un emploi permanent d'agent contractuel dans l'hypothèse où les vacances d'emploi ne sont pas pourvues par des fonctionnaires. On vous demande par principe de pouvoir autoriser un contractuel à prendre la place d'un fonctionnaire. Moi, vous savez, c'est pas populaire de dire ça, mais tant pis, je ne changerai pas. Donc je suis de plus en plus attaché à prendre des contractuels, à mettre les gens à l'essai, avant de prendre la décision de les intégrer dans la fonction publique. Parce que ça permet, quand on fait l'essai, d'éviter les déconvenus, plutôt que de partir comme ça à l'aventure, et quelquefois d'avoir les difficultés que l'on a quand les gens sont embauchés pour 40 ans. Voilà, donc leur rémunération est calculée par rapport à la chaîne indiciaire, etc. Voilà ce que je vous propose donc de modification de ces emplois qui arrivent donc à l'échéance de ce que pouvait être leur emploi contractuel et qui donnent satisfaction. Voilà. Il n'y a pas d'incidence financière, si ce n'est cet agent qui doit être, ce poste qui doit être financé par la CAF, qui sera créé si la CAF le finance, qui ne sera pas créé si elle ne le finance pas. Très bien. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On passe maintenant donc encore donc à... Alors après, il y en a des, comme le rappelait Maëlie, il y a des classiques. On passe à des... Celui-là n'est pas classique, mais bon, vous comprendrez. On a, quand on a donc quand on a récupéré Rive, donc on avait dit qu'on voulait absolument qu'il n'y ait pas de différence pour les usagers et qu'il fallait qu'on assure la continuité de ce qu'on appelle le CLAS, hein, qui est le dispositif, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. On a donc présenté notre... c'est pas celle-là. C'est la suivante, Yolande. On a présenté donc le projet de contrat local d'accompagnement à la scolarité à la CAF, donc en novembre 2023. Elle l'a accepté. Et donc, il n'y a pas eu pour les usagers, pour ceux qui bénéficient d'habitude d'un accompagnement scolaire, il n'y a pas eu de différence. Simplement, si nous, on l'a élargi, c'est-à-dire qu'il y a davantage de classes, et je pense notamment à Galicien, qui participent hein, à ce contrat local d'accompagnement scolaire. Ce qu'on vous propose là, c'est de faire en sorte que... Alors, on a pris cette mesure pour 1 an. La loi nous permet de voter ce dispositif pour 3 ans. Donc, on vous propose de voter ce dispositif par principe. Donc, il sera valable 3 ans. Par contre, on y affectera les gens chaque année, parce que ça peut changer. Les gens, ils ont un contrat, qui est un contrat de 10 mois, qui est un contrat précaire. Hein. Vous avez vu, c'est des gens qui font 6h30 hebdomadaires. Hein. Ils sont annualisés jusqu'au mois de juin. Hein. C'est des gens qui font les accompagnements après l'école. C'est une paire d'heures, hein, une heure par-ci, une heure par-là. Hein, voilà. Et donc, ça permet de les changer éventuellement au bout de 10 mois, si on n'est pas content. Mais sinon, ça permet de continuer sans avoir à revenir vers le conseil municipal pour revoter une fois de plus
la création de ces emplois. Et si on doit modifier notre projet de classe, je me retourne à Magali, si on doit modifier notre projet de classe, l'élargir éventuellement, on sera toujours à temps de le faire, en cours de modifier le projet, de le faire valider par la CAF. Y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et enfin, donc, on passe, c'est la dernière, hein, donc, à la dernière délibération de ce conseil municipal, donc qui est aussi une délibération sur les emplois. Celle-là est un classique. Il faut, comme chaque année, il faut pour le centre de loisirs avoir recours ponctuellement à des agents contractuels pour permettre la continuité des services publics et respecter les taux d'encadrement. En fonction du nombre d'enfants, il faut qu'on ait certains taux d'encadrement. Quelquefois, on ne l'a plus parce qu'il y a congé, il y a formation, il y a maladie. Et donc, il faut qu'on puisse assumer ce service-là et que donc j'ai l'autorisation de pouvoir embaucher des contractuels. Et là, on vous propose, donc, mais comme chaque année, là, on propose à compter du 1er septembre, compte tenu des effectifs que nous avons, de créer 2 postes d'adjoint d'animation contractuels à temps non complet. C'est des postes, c'est des mi-temps, de 17h30. Voilà. Dans le cadre d'emploi d'agents d'animation. Y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Mes chers collègues, je me tourne vers l'opposition, puisque pour la majorité, je le sais. Avez-vous des questions à poser sur les décisions du maire qui vous ont été communiquées? Non. Sinon, je vous aurais répondu avec plaisir. En tout cas, je vous remercie. Ce conseil municipal est terminé. Je vous rappelle que la fête de Galician commence demain avec le défilé de la jeunesse. Et donc, je vous invite à y participer. Bruno a mis tout son cœur et sa motivation et son talent pour en assurer le bon déroulement. Christian Somacal donc a contribué à assurer la sécurité. Jackie Pascal, je sais qu'après-midi, il récupérait encore des bombes pour les abeilles et je ne sais plus trop quoi. Donc, c'est la petite main qui vérifie que tout se passe bien. Donc, on aura une belle fête à Galician. Je vous invite à y prendre part. Et je vous rappelle que la fête de Vauvert arrive aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne et belle fête. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal le 9 septembre. Voilà, bonne fête à tous et bonnes vacances. Bon, ben voilà.